Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir Marc Hainaut, bonsoir à tous. Vous êtes le président de Via PCD, vous avez notamment commis cet ouvrage aux éditions du Verbe Haut, La dictature du bien, un sujet on ne peut plus d'actualité. Donc on vous a demandé si vos adhérents vous choisiriez comme candidat à l'élection présidentielle, on vous a pas demandé si vous étiez candidat à l'élection présidentielle, notez bien. Non, je ne le serai pas. Très bien. Vous avez dénoncé donc ce que vous appelez la dictature du bien, interrogé au sujet des différents blocs. Emmanuel Macron a approuvé, en tout cas a validé la terminologie d'extrême centre, le représentant lui, c'est-à-dire Emmanuel Macron reconnaît qu'il fait partie de l'extrême centre. Je suppose que vous n'êtes pas en désaccord avec cette définition le concernant. Non, c'est surtout le mot extrême qui est important dans les deux, c'est pas le centre. Et c'est la question qui vient après, effectivement, comment vous définiriez-vous l'extrême centre et pourquoi Emmanuel Macron le représenterait ? Je pense que c'est, en tout cas, la manière dont je perçois moi Emmanuel Macron, mais pas depuis qu'il est chef d'État. Je l'ai croisé pour la première fois alors qu'il était ministre de l'économie. Absolument. Au moment où il a fait voter essayer de faire voter par le Parlement, puisque ça s'est fini à coup de 49-3, la loi Macron. C'est un néolibéral pur jus, Emmanuel Macron. C'est-à-dire quelqu'un qui place les exigences du marché au-dessus de toute forme de considération. Faisant peu de cas du point de savoir si, quand on est néolibéral, est-ce qu'on veut le retrait de l'État, est-ce qu'on veut l'intervention de l'État. Cette catégorie ne fonctionne pas avec le on n'est plus sur le clivage libéral, anti-libéral classique. On n'est plus du tout sur ce clivage-là, on est sur la priorité du marché, d'une certaine manière, quoi qu'il en coûte, et le quoi qu'il en coûte rentre parfaitement dans la grille d'analyse et d'action du néolibéralisme. D'ailleurs, je ferai observer aux sceptiques que le président américain qui a le plus endetté les États-Unis au cours du XXe siècle est certainement Ronald Reagan, en particulier à cause de la guerre des étoiles qui a coûté des centaines de milliards de dollars à l'époque. Ça ne l'a pas gêné du tout. Donc il y a des moments où la priorité politique l'emporte sur les catégories. Et ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, c'est que nous avons la chance, je mets des guillemets, d'avoir en temps réel, comme une forme de mauvaise émission de télé-réalité, d'ailleurs y en a-t-il de bonnes, de voir se développer sous nos yeux et de subir ce projet néolibéral qui emporte tout avec lui, qui justifie qu'au nom de la fluidité des marchés, du fonctionnement de l'économie et de l'enrichissement de l'oligarchie, on sacrifie tout, y compris nos libertés individuelles. C'est le sujet de ce livre. Justement, on va parler évidemment des libertés individuelles. Juste pour finir sur Emmanuel Macron, on a vu que ces derniers mois, un des sujets qui revenait le plus souvent dans sa bouche et dans celui de ses ministres, c'est le fameux contrôle des réseaux sociaux, l'interdire aux mineurs, interdire l'anonymat sur Internet. Et là, dernièrement, on a entendu cette volonté de rendre inéligibles les personnes qui ont été condamnées pour délit d'opinion, enfin pour incitation à la haine, enfin tous les délits d'opinion qu'on peut connaître. Est-ce que c'est une manifestation un peu de cette dictature du bien, justement ? Bien sûr. C'en est probablement la manifestation à la fois la plus spectaculaire et probablement la moins comprise par nos concitoyens. Parce que c'est ça qui continue de me surprendre en réalité, c'est qu'une espèce d'atonie des Français par rapport à tout ce qu'on leur a fait subir, tout ce que nous avons subi depuis maintenant au moins 2 quinquennats, peut-être un peu plus, mais c'est plus marqué depuis Macron. Cette volonté de mettre au pas tout ce qui n'est pas soi. En définitive, je prends mettre au pas, c'est l'expression qu'a employée Jean-Noël Barrot, notre sémillant ministre des Affaires étrangères. Au bilan absolument incroyable. Voilà, qui a fait rayonner la France dans le monde entier. Et lui, il parle carrément de mettre au pas. Donc c'est clair, ça veut dire que ces extrêmes centristes, qui sont des extrémistes plutôt que des centristes, rêvent de faire taire toutes les oppositions, mais comme ils ne peuvent pas le faire de manière coercitive, ouverte à la manière des régimes totalitaires du XXe siècle, ils le font de manière plus douce, plus insidieuse, plus camouflée, on va dire, plus supportable, presque, si j'osais ce paradoxe. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, vous observez que justement cette dictature qui se met en place, elle ne se met pas en place à coup de rupture et de violence, ça se fait de manière extrêmement insidieuse et presque de manière indolore. Pardon. Oui, la dictature du bien, c'est l'idée selon laquelle l'opposition, quand vous êtes dans l'opposition au discours dominant, en réalité, on ne vous contraint pas par la force, on vous fait taire et on explique à tous ceux qui pourraient vous écouter que c'est pas bien de pas être d'accord. Donc en fait, on se déporte assez rapidement
sur des discours moralisateurs, plutôt qu'on rentre dans le domaine de la morale et on quitte assez rapidement le domaine de la vérité, de l'objectivité, et le domaine rationnel, on va dire ça comme ça. On n'est même plus dans le légal ou dans l'illégal, quoi. On est dans quelque chose de presque dans une logique à côté. On est dans l'officiel gouvernemental ou en dehors de l'officiel gouvernemental. Choisis ton camp, camarade. Si vous êtes dedans, il vous arrivera rien. Si vous êtes dehors, tant pis pour vous. J'ai intitulé un de mes chapitres La bourse ou la vie. Autrefois, les bandits de grand chemin disaient donne-moi ton argent et je te laisserai la vie sauve. Le pouvoir nous dit aujourd'hui, si tu veux avoir un peu de confort, abandonne une partie de ta vie. Donc on te laisse la bourse, mais si tu acceptes de confiner ta vie dans des limites qui ne dérangeront pas les gouvernants. Il y a un parallèle qu'on peut faire très facilement et que vous faites d'ailleurs dans ce livre, où vous parlez du crédit social, donc ce fameux concept mis en place, en tout cas concrètement en Chine, pour augmenter le niveau de vertu du citoyen, selon la terminologie de Pékin. Dans votre ouvrage, justement, vous démontrez comment ce concept s'installe insidieusement en Occident. Est-ce que vous pourriez revenir dessus ? Parce que a priori, on n'a pas encore concrètement de crédit social en France, si je prends mes lunettes objectives. C'est tout à fait vrai, mais on constate néanmoins que les pièces du puzzle se mettent en place petit à petit, une par une, et sans pour le moment qu'elles soient reliées les unes aux autres sur le plan opérationnel dans notre vie quotidienne. Nous avons été élevés avec la conviction, et ça fait même partie des choses qu'on nous a demandé d'apprendre et sur lesquelles nous avons été formés à l'école, que chacun d'entre nous, en naissant, dispose d'un certain nombre de libertés et de droits inconditionnels. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à notre naissance et non pas à ce que nous en faisons, ou à ce que nous disons, ou à ce que nous préférons, ou à ce que nous n'aimons pas, etc. C'est ce que les Chinois ont contesté. Les Chinois sont passés au contraire et vivent aujourd'hui au contraire, avec la mise en place de ce crédit social, dans un système de liberté conditionnelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez jouir pleinement de toutes vos libertés que si vous êtes un citoyen à qui on peut faire confiance. Je prends ici la terminologie du gouvernement chinois. Et donc vous avez une forme de crédit revolving de liberté. Vous avez un crédit, vous avez 1000 points par exemple, dans un certain nombre de villes c'est 1000 points. Si vous traversez un passage clouté, on vous en dehors au feu rouge par exemple, ou en dehors, on vous en retire 20. Si vous critiquez le gouvernement sur les réseaux sociaux, on vous en retire 100. Si vous payez vos crédits en retard, on vous en retire 90. Mais en revanche, si vous donnez une heure de bénévolat dans votre quartier, on vous en rajoute 20. Et donc, petit à petit, votre crédit fluctue. Et en fonction de votre niveau de points à un moment donné, vous avez accès ou pas à des visas pour partir à l'étranger, à réserver des vacances dans de bons hôtels, à un certain nombre d'emplois. Vous pouvez aller dans les lieux que vous voulez, votre liberté de circulation est totale. Et puis, il y a un seuil en dessous duquel vous êtes un citoyen banni. Et quand vous êtes banni, eh bien, sur la messagerie de votre téléphone, quand quelqu'un vous appelle, il tombe sur un message gouvernemental qui dit « Attention, ce monsieur est banni », etc. Et vous avez une liste officielle tenue par le gouvernement pour tenir à jour l'état complet des citoyens qui ont été considérés comme non fiables. Mais est-ce que cette philosophie, parce que on va pas revenir sur ce qu'est la Chine, c'est des milliers d'histoires de la Chine, mais c'est un subtil mélange entre dictature communiste et un fond de bouddhisme où au fond la place où le chinois a intégré dans sa culture sa toute petite place dans un ensemble qu'il était plus grand que lui, c'était que ce soit l'empire, l'empereur, le Mao Tse-tung ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que justement cette vision philosophique, anthropologique, est-ce qu'elle n'est pas justement propre à la Chine et est-ce qu'elle n'est pas intransportable à d'autres systèmes, elle est complètement transportable et la meilleure preuve, c'est que les Chinois sont allés les chercher aux États-Unis. Ça c'est pas mal. Bah oui. Il l'explique d'ailleurs eux-mêmes très très bien, puisque quand ils ont voulu installer l'économie de marché comme le mode de fonctionnement de l'économie chinoise, il y a un fait qui a étonné les autorités chinoises, c'est comment se fait-il que les défaillances les paiements des crédits des entreprises ou des emprunts des entreprises aux États-Unis soient beaucoup moins importantes en nombre qu'en Chine. Et donc une délégation chinoise est allée voir aux États-Unis ce qui se passait. Et ont découvert auprès des banques américaines le scoring, c'est-à-dire cet acte par lequel, quand vous allez demander un prêt à votre banque, maintenant ils le font même pour les personnes en France, et ben vous avez, on coche un certain nombre de cases, on vous met des notes. Et en fonction de la note globale que vous obtenez, vous avez droit à un certain montant pour une certaine durée avec un certain taux. Meilleure est votre note,
plus le montant est élevé, plus le taux est réduit, Ouais. et moins bonne est votre note, plus le montant est réduit, et plus le taux est élevé. C'est assez simple à comprendre. Et les Chinois ont importé ça dans leur système économique, et puis ils se sont dit, mais au fait, pourquoi on pourrait pas le faire pour les individus, maintenant qu'on le fait pour les entreprises? Et ils sont arrivés à le faire pour une raison simple, c'est que cette chose que nous avons tous désormais dans notre poche, qui s'appelle le téléphone portable, devient par excellence l'instrument de la surveillance opérée par le régime à l'égard des individus, puisque c'est avec ça qu'on fait tout maintenant. C'est une Donc, transposition. pas nous, mais les Chinois en tout cas. C'est une transposition du capitalisme, vous en parlez aussi d'ailleurs de Zuboff, du capitalisme de surveillance. Oui, absolument. C'est rendu possible par à la fois une volonté politique très claire, et les textes officiels du gouvernement chinois sur le crédit social sont limpides. C'est pas parce qu'on est entré dans une économie de marché que, je cite d'ailleurs un texte, le texte qui est une forme de décret, qui installe ce crédit social en 2014 en Chine, qui explique que c'est l'évolution normale du socialisme et qu'il faut que le socialisme, c'est désormais, ça n'est plus la propriété collective des moyens de production, ça c'était l'ancienne définition de Karl Marx, c'est une économie de marché dans laquelle les individus sont surveillés pour s'assurer que le marché fonctionne correctement. Mais c'est exactement le projet néolibéral. Thomas Morel. Mais alors, ce que vous racontez, vous parlez beaucoup de la France, enfin d'autres pays ailleurs, mais c'est quelque chose qu'on voit un peu partout en Europe notamment. Qu'est-ce qui explique qu'on voit assez peu en fait de pays ou de nations, de peuples qui se révoltent et qui fassent ou élisent des gens pour faire barrage à ce progrès de la dictature du bien? Ah, mais je pense la raison, c'est que le confort des individus est assez largement maintenu. Et qu'en réalité, comment dire, le monde dans lequel on demande aux citoyens surtout de ne s'occuper de rien, de ne pas dépenser inutilement de l'énergie à s'occuper des choses de grandes personnes, je veux dire par là la gestion de la vie politique et de la cité, voilà, c'est une forme de coton dans lequel on peut assez facilement se trouver tranquille. Hein. Mais alors dans ces conditions, comment on pourrait... Parce nous, on est tous d'accord pour dire qu'on n'aime pas trop ce que vous dessinez dans ce livre. Comment est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de faire barrage à l'avènement de cette situation ? C'est une des questions que je me pose et à laquelle je n'ai pas encore la réponse. J'ai la réponse institutionnelle. C'est-à-dire, j'ai écrit d'ailleurs dans un livre il y a quelques années qui s'appelle La Voix du peuple. J'ai décrit la manière dont je pense le fait de réinstaller les corps intermédiaires comme de vrais lieux d'autorité et de pouvoir, ce qu'ils ne sont plus aujourd'hui, de renforcer les familles, les entreprises, les associations, les territoires, c'est-à-dire les lieux où on vit concrètement, où on peut à la fois mener des œuvres collectives et s'épanouir en tant qu'individu tout en résistant à la toute-puissance de l'État. C'est ça un corps intermédiaire. Ils ont été considérablement affaiblis depuis maintenant quelques décennies en France, et si on ne les rétablit pas, si on ne redonne pas d'oxygène à ces lieux de vie, il ne pourra pas se passer grand-chose, parce que c'est là que vous expérimentez la solidarité, la générosité, enfin toutes les choses qui font que la vie humaine est belle à vivre finalement. Et le contraire de l'individualisme dans lequel on essaie de nous enfermer, parce que les néolibéraux ont besoin de sociétés atomisées pour que ça fonctionne. Comme je dis souvent, le projet néolibéral, il fonctionne si et seulement si nous sommes tous des individus isolés, qui produisons le jour, dormons la nuit, faisons nos courses le week-end et la fermons et nous taisons le reste du temps. L'uniformisation du monde que dénonçait Stéphane Zweig. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je cite Bernanos qui dit dans le même ordre d'idées que on ne peut pas comprendre la modernité si on n'a pas identifié que c'est une lutte terrible contre toute forme de vie intérieure. Une conspiration. Et donc, au fond, la solution, si vous voulez, sur le plan institutionnel, c'est celle-là. Mais ça nécessite une prise de conscience de nos concitoyens, en vue de laquelle, pour l'instant, je suis un peu démuni, pour tout vous dire, parce que, encore une fois, le confort matériel ne rend pas les hommes heureux. D'ailleurs, on finit par le découvrir à ses dépens un jour ou l'autre. C'est une forme d'amputation, finalement, de la vie humaine. Mais quand on le découvre, il est souvent trop tard. Donc, collectivement, c'est beaucoup plus difficile à redresser. C'est pour ça que, comme un certain nombre d'autres, je participe à ces alertes en disant à mes contemporains, méfiez-vous, on vous emmène vers des choses qui ne vous rendront pas heureux. C'est la liberté les plus difficiles, mais les plus belles. Jean-Frédéric Poisson, auteur de La dictature du bien aux éditions du Verbe Haut, en direct sur Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois. Jean-Frédéric Poisson, président de VIA PCD. Vendredi de Guerpel, vous aviez une question pour notre invité. Oui, vous disiez être assez démuni par rapport à la conscience collective des Français. Moi, j'ai quand même l'impression que le pays n'a jamais été autant à droite et n'a jamais été autant en rébellion face à cette élite, cette morale et cette dictature du bien. Donc, est-ce que vous pourrez m'expliquer en quoi est-ce que les Français n'ont pas pris réellement cette conscience collective là-dessus? Je pense que précisément, comme dit Coluche, la réponse est dans la question, donc vous faites qu'un voyage.
je ne suis pas certain du tout que, le pays soit aussi droitisé ou droitier que de temps en temps on veut bien le dire. Je me souviens dans les résultats des élections, le pays n'a jamais été autant à droite. Oui, alors J'étais à 45% d'électeurs qui votent entre les Républicains et le Rassemblement National. Oui, alors c'est à supposer que ça soit la droite, mais on pourrait débattre assez longuement. Oui, d'accord. Je veux dire, il y a un refus du message unique des élites, de ce cercle de la raison. Je crois pas. Je crois que enfin, il faudrait leur demander. Hein, alors ça, c'est la question, c'est est-ce que le camp dont vous parlez, Vendry, est-ce qu'il fait tout justement pour intégrer ce cercle de la raison et donc les idées justement de cette raison, c'est un petit peu le débat effectivement. C'est un peu ça le problème, c'est que j'ai l'impression que autant si jamais un certain nombre de ces partis politiques, les Républicains compris d'ailleurs, avaient conservé leur mantra et leur projet d'il y a quelques décennies. Probablement que là, pour le coup, on pourrait poser la question exactement dans les termes dans lesquels vous venez de le faire. Je me souviens d'avoir montré à la télévision, c'était pendant le débat sur la primaire de la droite et du centre il y a 10 ans, le projet politique signé par l'UDF et le RPR pour la plateforme législative de 93, dont les signataires étaient François Bayrou, François Léotard, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. C'est un programme qui enverrait le Rassemblement national aujourd'hui devant le tribunal, pour être clair. Donc on voit quand même une certaine forme d'arrondissement, au mauvais sens du terme, ou de glissement dans le glissement au centre. Quoi, en fait. Oui, c'est ça. Toutes ces formations politiques-là ont abandonné les chemins escarpés, des choses un peu difficiles à défendre pour peut-être un peu davantage de notabilité, de confort ou de succès électoraux, d'ailleurs qu'ils ont obtenus aussi à ce titre. Alors après... le fait que les électeurs se décident pour ce genre de candidat ne veut pas dire qu'ils le font pour ces raisons-là non plus. Et je pense que dans le vote du Rassemblement national, alors pour le coup, il faudrait là encore distinguer entre ceux qui sont plus au nord et ceux qui sont plus au sud, parce que c'est pas tout à fait les mêmes, les motifs sont pas tout à fait les mêmes non plus. Mais les électorats ne sont pas totalement semblables. Oui. Exactement, la sociologie n'est pas exactement la même, mais admettons qu'il y ait la même volonté d'attachement à notre pays, la même volonté de préserver notre patrimoine, notre culture et de lutter contre l'immigration de masse. On va dire que ça peut être des thèmes qui sont partagés globalement par l'électorat du Rassemblement et des Républicains du reste. Il n'y a pas de désaccord de fond, me semble-t-il. Est-ce que ça va jusqu'à la dénonciation de tout ce que nous avons subi pendant le Covid? Est-ce que ça va jusqu'à la dénonciation de ce que l'Union européenne est en train de nous mettre sur le dos? Je parle de l'euro numérique et de l'identité numérique. J'observe que les formations politiques qui sont présentes au Parlement européen, à peu près sans exception, sous bénéfice d'inventaire, aucune d'entre elles n'a voté contre ces dispositions présentées par l'Union européenne, qui sont le cœur du dispositif de contrôle qu'on est en train de nous faire subir. Donc si vous voulez, je pense malheureusement, et c'est une de mes questions, donc je rejoins votre propre interrogation, je ne sais pas comment on peut faire prendre conscience aux Français de ce qu'on est en train de leur faire subir et surtout de ce qu'on leur prépare. Parce que, encore un mot, pardon Marc Hainaut, je ne veux pas être trop long. Le jour où l'euro numérique est en place, qui contrôle les dépenses que vous faites? Ça n'est plus vous. Le jour où effectivement votre banque prend le contrôle effectif sur tout ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, c'est déjà d'ailleurs un peu le cas, parce que je vous ferai remarquer que dès que vous voulez faire un virement d'une somme un peu plus importante que tel montant, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas retirer plus de tel montant d'argent liquide. Vous ne pouvez pas payer des sommes de plus de temps en argent liquide parce que. Alors c'est là où c'est intéressant. C'est là où je vous suis et que ça se fait vraiment douceur, c'est que il y a des petits arrangements. On peut augmenter son plafond, on peut augmenter un petit peu, on va dire la superficie de la cage entre guillemets. Mais de fait, on peut pas l'abolir totalement. Non, c'est exactement ça. Et le jour où on décidera, vous avez reçu un petit héritage parce que vous avez. Quelqu'un de votre famille un peu éloigné qui vient de rejoindre le ciel. Elle vous a laissé quelques euros, pas beaucoup, mais un petit peu, du tiens, j'en ai pas besoin maintenant, tiens, je vais acheter de l'or. On pourra décider en haut lieu que non, c'est pas le moment. Parce que c'est pas assez cher, parce que on considère que ça perturberait le marché, parce que, etc. Donc, petit à petit, c'est la démocrature. Je commence d'ailleurs mon livre par ça. C'est qu'au fond, les aspects de la vie institutionnelle démocratique qui sont maintenus formellement comme une espèce de théâtre. C'est ce que Walter Lippmann, dont je parle aussi, qui est un des théoriciens de cette vision de la cité, nous présente. C'est qu'au fond, c'est un jeu, c'est une pièce. Nous sommes dans la salle, nous pensons que
nous avons la faiblesse de croire que le public dans la salle peut décider du scénario de la pièce. Ça ne se passe jamais comme ça. D'ailleurs, on le voit, enfin, vous le déplorez un petit peu avec Tocqueville, que vous citez aussi, lorsque Tocqueville regarde ses contemporains et se désole en se disant qu'entre la liberté et l'égalité, ils préféreront toujours l'égalité, même réduit en esclavage. C'est ça le problème de nos contemporains, Jean-Frédéric Poisson. Ce qui est frappant avec Tocqueville, c'est que la démocratie en Amérique est écrite quelques décennies à peine après la mise en place de la naissance de la démocratie américaine. Et qu'immédiatement, il voit dans le fonctionnement de ce régime toutes les raisons pour lesquelles il peut facilement dériver vers quelque chose contre quoi il prétend protéger les peuples, c'est-à-dire de l'autoritarisme en réalité. Et il ne dit pas que c'est ce que nous pensons, nous pensons que les démocraties deviennent des régimes autoritaires parce que les gens qui dirigent font n'importe quoi et se comportent comme des voyous. C'est pas ce que dit Tocqueville. Tocqueville dit, dans les principes mêmes de la démocratie, il y a les ferments d'un régime autoritaire parce que précisément la passion de l'égalité, c'est ce qui marque probablement la vie politique française, la volonté d'obtenir l'égalité à tout prix, plus l'individualisme forcené sur lequel repose comme son principe finalement l'organisation démocratique, tout ça, ça permet en fait un accroissement de la puissance de l'État qui se trouve en face d'individus qui, isolés, ne peuvent rien contre lui. C'est la raison pour laquelle, j'y reviens, les corps intermédiaires sont le moyen de résistance. Ça a été pensé d'ailleurs comme ça, en particulier par la pensée sociale chrétienne. Les corps intermédiaires sont le moyen d'organiser la contention de la puissance de l'État et la protection des individus contre des volontés, des dérives autoritaires. Et la démocratie ne comprend pas ça parce qu'elle repose sur l'idée que c'est l'individu qui est le roi. L'individu, il veut avoir la liberté de faire et être traité d'égal à égal avec ses contemporains, d'une certaine manière, quoi qu'il se passe par ailleurs. Mais ça veut dire que ça organise deux choses qui sont, ce que Tocqueville appelle le premier dans l'histoire, la tyrannie de la majorité. Ça peut devenir d'ailleurs la tyrannie de la minorité dans certaines circonstances, c'est ce que nous vivons ici. C'est qui s'appellerait le wokisme en quelque sorte. Par exemple, et d'autre part, ce qui est le corollaire de la tyrannie de la majorité, c'est l'excroissance de la puissance de l'État au détriment des libertés individuelles. Thomas Morel. Oui, est-ce que vous pensez que cette dérive vers une dictature du bien, c'est un choix conscient de la part des élites politiques, ou est-ce qu'en fait c'est juste qu'ils sont un peu myopes, donc ils voient juste une décision, ils se disent ah bah ça c'est pratique, ah bah ça c'est pas mal, et puis à la fin ils arrivent à avoir établi un système où tout est contrôlé, tout est surveillé, tout est mis en cage, alors qu'ils n'y avaient pas réfléchi aussi loin au départ. L'origine de ce livre, c'est une interrogation qui m'a habité longtemps. Je me disais, mais comment est-ce que les gens qui nous gouvernent peuvent à la fois nous expliquer qu'ils sont le seul rempart pour défendre nos libertés contre les méchants et organiser jour après jour le rabotage extrêmement méticuleux d'un certain nombre de nos libertés individuelles comme collectives. Est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce qu'ils sont aveugles? Est-ce qu'ils sont menteurs? Ou est-ce que c'est leur projet politique? Je dirais un petit peu tout ça à la fois, quand même. Justement, il y a eu un sujet, pardon de vous couper, il y a eu la loi Yadan. Qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui était un magnifique exemple d'ailleurs, qui sur le papier se présente de manière assez positive. Nous avons un problème avec l'extrême gauche qui fait le lien entre qui se sert de l'antisionisme pour étaler son antisémitisme, ce qui est assez vrai. Donc on va créer une proposition de loi au fond qui criminalise toute volonté de critique en l'occurrence dans son esprit de l'État d'Israël, mais qui dans les faits pourrait se traduire dans la loi comme en gros qui pourrait même se retourner d'ailleurs contre l'extrême gauche et contre tout le monde, qui est de dire tiens vous critiquez la France, hop 3 ans de prison. Enfin, mais ça c'est pareil, est-ce que c'est de la bêtise de la part de cette députée et du bloc central qui a soutenu cela, ou est-ce que c'est il y a une volonté de créer des outils au fond de rétorsion de la pensée? Mais il y a malheureusement les deux. Ouais. Les deux, alors plutôt que de parler de bêtises, même si dans certains cas la preuve scientifique a été apportée. La science est même impuissante d'ailleurs. Non, je pense qu'il y a une méconnaissance de ce que c'est que la portée de la loi. Ouais. C'est-à-dire que nous avons affaire à des législateurs qui ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est pas nouveau. Déjà dans les mandatures pendant lesquelles j'ai eu l'honneur de siéger au Parlement, nous nous bagarrions avec quelques-uns de mes collègues en commission des lois, particulièrement, dont j'étais vice-président pendant un mandat, pour évacuer de la loi les adverbes, les énumérations, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une formulation universelle, simple à comprendre, un peu comme Portalis, si vous voulez. Voilà, c'est quand vous lisez les articles du Code civil écrits par Portalis qui n'ont pas changé, il n'y en a pas beaucoup, tout le monde comprend.
immédiatement, sans qu'il soit besoin de faire des énumérations non plus finir, des adjectifs, et vas-y que je te mets des adverbes, des trucs, et ce que vous pouvez dire en 1 ligne et demie, vous finissez par dire en 4 paragraphes, mais tout le monde est perdu. Parce que il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord une bagarre entre l'exécutif et le législatif, le judiciaire et le législatif en précisant la loi de manière presque matériellement extrêmement méticuleuse, veut s'assurer que le juge ne tordra pas son interprétation. Donc il y a une défiance à l'égard du législatif, à l'égard du judiciaire. Le judiciaire, lui, s'en donne à cœur joie parce qu'évidemment, dès qu'il y a une ambiguïté, il fronce dedans et on voit ce que ça donne. Il y a une méconnaissance du législateur de la portée de la loi et de ce que c'est que l'universalité, mais ça c'est une crise de l'intelligence. Comme dit le grand philosophe Marcel de Corte, il n'y a pas de crise morale qui ne soit d'abord une crise de l'intelligence. Et cela peut se vérifier avec la nouvelle Assemblée nationale. Quand vous dites toute forme de discrimination est interdite, c'est pas la peine de dire virgule notamment, 2 points, tiret. C'est toute forme de, c'est pas la peine de préciser. Mais certains législateurs veulent préciser parce que ceux qui pourraient être discriminés, qui ne sont pas cités, pourraient se trouver vexés par le fait de ne pas apparaître dans la loi. Donc c'est l'émotion, si vous voulez, qui dirige la rédaction de la loi, ce qui fait que Madame Yadan, elle veut absolument préserver l'État d'Israël et le peuple juif dans son intégrité territoriale et qu'il ne lui arrive pas d'ennui. C'est une ambition que je peux comprendre et qui est, pourquoi pas, tout à fait acceptable et mieux que ça. Mais elle emploie pour ça des moyens qui sont absolument disproportionnés, qui vont se retourner contre elle et qui sont injugeables. Parce que, comment ça s'appelle, la présomption implicite. C'est dans la loi, ça, dans le projet de la proposition de loi. La présomption implicite, la provocation implicite au terrorisme, ça, alors là, bon courage au magistrat qui va traiter ça, parce que je ne sais pas ce que c'est. Déjà, l'apologie du terrorisme, c'est déjà un petit peu délicat. Le terrorisme n'est pas défini dans le code pénal, comme chacun sait, ce qui est d'ailleurs un des problèmes de notre droit. Mais est-ce que c'est possible de le faire ? C'est pas certain. Donc il faut accepter de vivre aussi avec l'incertitude. Ça, c'est le propre aussi de l'action politique. C'est que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de monde chimiquement pur, il n'y a pas de monde parfait, et il n'y a pas d'univers dans lequel vous pouvez décrire tous les cas, les faire entrer dans la loi, interdire, autoriser, ça n'est pas possible. Bon, on apprendra la langue des signes, comme ça on est sûr de ne pas tomber sous le coup de la loi. Thomas Morel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait vous faites également le lien entre la défiance avec le système judiciaire, qui nous ramène à un autre problème qu'on a en France, qui est qu'en réalité, la justice est souvent engagée dans une forme de politique et donc instrumentalise à ses propres fins. Je serais plus mesuré que ça, si vous me permettez, parce que je pense que là où j'ai vu le militantisme le plus affirmé en matière de traitement judiciaire, ce sont les juges aux affaires familiales en termes de placement d'enfants. Alors là, on peut considérer que le féminisme actif, est d'une puissance absolument incontrôlable et que c'est bien plus difficile, bien plus insupportable, que ce que vous avez peut-être en tête dans votre questionnement à propos des juges rouges qui traitent le code pénal, si j'ai bien compris ce que vous aviez dans l'esprit. Ça existe, bien sûr, mais encore une fois, il faut accepter cette idée que les médecins se trompent, que les pneus des voitures crèvent, que les ascenseurs tombent en panne, et que les juges aient une latitude d'appréciation des situations qui leur sont données. Et la plupart du temps, les juges y font avec les textes qu'on leur donne. Et quand les textes ne sont pas bons, ils ne peuvent pas faire un bon travail de juge. Ça, c'est certain, c'est la première chose. Après, qu'il y ait des militants et des gens qui traitent des causes, etc., oui, bien sûr, mais si vous voulez pas que des gens soient libérés sous caution, ou de libération conditionnelle, ou avec ou sans contrôle judiciaire, il faut retirer le contrôle judiciaire de la loi. C'est aussi simple que ça, et vous êtes tranquille. Si le contrôle judiciaire, la liberté est conditionnelle, ou la libération anticipée n'est pas dans la loi, il n'y aura pas de libération anticipée, c'est aussi simple que ça. Donc le juge, après, est-ce qu'il est pertinent de libérer celui-là plutôt que celui-là ? Ça, j'en sais rien. J'ai pas d'élément d'appréciation, mais ce qui est certain, c'est que tant que c'est dans la loi, le juge, il fait avec les outils qu'on lui donne. Donc la première responsabilité, j'y reviens, et j'en prends aussi ma part parce que je l'ai été, c'est celle du législateur. Si vous voulez de bons juges, commencez par faire de bonnes lois. Et après, vous pourrez... ce qui pose un deuxième problème, malgré tout, et là je vous rejoins, c'est qu'il y a des juges dont on sait qui font n'importe quoi, qui n'appliquent pas la loi, pour le coup, qui prennent des libertés avec le texte même de la loi de manière objective. Et là, ça pose la question de leur responsabilité et de la manière dont on les sanctionne. Et se pose la question aussi à l'Assemblée nationale, on l'a vu au moment du budget, qui est devenu un marqueur politique pour les intérêts divers et variés. Et on voit aussi cette tentation, on le voit aussi avec les commissions d'enquête parlementaires, on le voit aussi avec les propositions de loi qui sont déposées. Je pense
à certaines propositions où on s'aperçoit qu'il s'agit davantage de coûts de communication qui permet à certains députés d'exister. Parce que ça peut se traduire par une idée, un instinct, une intuition qui n'est pas forcément idiote, mais qui se traduit avec une proposition de loi qui est mal fichue, mal faite, inapplicable, etc. Est-ce que, au fond, devant l'impossibilité devant l'impuissance du politique, est-ce qu'on n'en est pas réduit à considérer justement ce travail du législateur comme un simple outil de communication politique ? Ça a toujours été un peu ça. Parfois même, le gouvernement se laissait aller à ce genre de dérive. Ouais. C'est pas nouveau, c'est pas inhérent à cette législature. Bien sûr que non. J'ai en tête une loi portée par Michel Alliot-Marie, alors ministre de l'Intérieur, c'était pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a une petite fille, je crois, qui s'était faite morte par un chien, pendant une fête foraine ou je ne sais pas quoi. Une semaine plus tard, on a vu débouler le Parlement une loi contre les chiens. Ce qui, très franchement, je me souviens que j'étais intervenu à la tribune d'ailleurs, à la grande surprise et un peu l'agacement de Madame le ministre de l'Intérieur. J'étais dans la même majorité qu'elle en disant, Madame le ministre, je comprends pas ce que vous faites, parce que là, pour le coup, s'il y a un autre chien d'une autre race qui va mordre une petite fille, il va falloir faire une autre loi. Donc, c'était spécifique sur la race de chien, c'était la loi Pitbull. Alors, pas la race de chien, mais enfin des dispositions qui ne portaient que sur cette... plus sérieusement, pourquoi y a-t-il un parquet national financier ? Parce qu'il y a eu l'affaire Cahuzac. S'il n'y a pas d'affaire Cahuzac, il n'y a pas de parquet national financier. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un parquet national financier ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est une loi d'opportunité, d'ailleurs, qui a rendu beaucoup de services. En tout cas, ça a créé une entité judiciaire qui peut être soumise à une certaine idéologie. Qui a trouvé ses cibles. Oui, qui était surtout la manière dont le gouvernement socialiste, en rajoutant sur la sévérité putative à l'égard des délinquants financiers, voulait rassurer sa propre majorité sur le fait qu'ils n'étaient pas tous vénaux et prévaricateurs et tout ce que vous voulez, au point que l'était Jérôme Cahuzac, qui était quand même un spécimen tout à fait rare en l'espèce. Donc en fait, ça a toujours été le cas. La différence aujourd'hui... C'est un phénomène rare. Oui, c'est vrai. La différence aujourd'hui, c'est que, premièrement, le Parlement ne décide plus de rien. Si vous regardez, là, c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire comme il n'y a plus de majorité, évidemment, il n'y a plus de décision, ou alors des choses qui sont... Deuxièmement, on est plus que jamais dans la mesure où c'est l'exécutif qui prend tout à sa charge et qui fait tout seul, ou quasiment, sauf sur le budget, mais encore on pourra en discuter. Ma foi, le reste, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire. Ouais. Donc il faut bien qu'ils s'occupent, pardon d'être un peu trivial. Mais... Ouais, alors que paradoxalement, ils n'avaient jamais été autant sollicités pour des séances de nuit. On a l'impression à les écouter qu'ils n'ont jamais autant travaillé que depuis. Alors ça s'est un petit peu calmé effectivement depuis le vote du budget, mais c'est paradoxal, c'est qu'on maintenait l'Assemblée dans une espèce de suractivisme avec des horaires à rallonge, etc. Et qu'en même temps, rien d'important n'en sortait, quoi. Oui, je comprends leur dépit parce que alors quand on fait de la politique, il faut accepter de perdre son temps de temps en temps. Ça fait partie des règles du jeu. Non, il faut les prévenir quand même parce que évidemment, nos auditeurs qui songent à un engagement politique. Quand ils arrivent, ils sont pas toujours au courant. Mais c'est vrai, quand vous êtes dans l'opposition, que vous assistez à des débats sans fin, des motions de procédure, etc., vous demandez ce que vous foutez là quand même pour être clair. Mais il faut que la majorité soit majoritaire, donc la majorité elle est dans l'hémicycle parce qu'elle doit être dans l'hémicycle. Ça fait partie de sa mission et de sa fonction de soutien au gouvernement. Là encore, c'est une question de règlement de l'Assemblée nationale. Lorsque Philippe Séguin, paix à son âme, en 93 ou 14, instaure la session unique comme le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale, c'est assez récent, c'est un acte d'une trentaine d'années. Qu'est-ce qui se passe ? Auparavant, il y avait 2 sessions parlementaires dans l'année. La première, c'était la session budgétaire, octobre-Noël. Et la deuxième, ça allait de mars à juin. Et on mettait les autres textes. Mais quand vous légiférez 5 mois par an, vous dites moins de bêtises que quand vous légiférez 11 mois par an. C'est quantitatif. Et le résultat, la plupart, de toute façon, il y avait le cumul des mandats, donc la plupart, pour l'instant, géraient leur mairie. Oui, bien sûr, et puis même les commissions continuent de travailler. Enfin, bien sûr. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a un travail colossal qui est fait au Parlement. D'ailleurs, il faut remercier et saluer d'ici mon excellent collègue Charles Aloncle, non seulement pour avoir fait tout ce qu'il a fait au titre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, mais parce qu'il a réhabilité aussi le travail parlementaire en commission, qui est souvent extrêmement riche, très intéressant, bien mené, et utile en termes de conclusion. Donc merci de réhabiliter le Parlement, qui est aussi, quand il fonctionnera normalement, un outil de lutte contre la dictature du bien. La dictature du bien, en tout cas. La dictature du bien de Jean-Frédéric Poisson aux éditions du Verbe Haut. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran.
Merci beaucoup. La dictature du bien de Jean-Frédéric Poisson, édition du Verbe Haut. Donc merci beaucoup Jean-Frédéric.